Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, démarrage de l'année scolaire 2020-2021, les enseignants ont repris ou rejoint officiellement leur poste ce jeudi. Reprise timide à Ziguinchor où le démarrage des enseignements risque d'être compromis. Les eaux et les herbes envahissent des écoles dans des zones marécageuses. Rentrée à double vitesse également à Diourbel. Dans l'actualité, toujours la crise sécuritaire qui secoue le Sahel face à l'extrémisme violent. Afrikajom Center se penche sur la question et entend faire des recommandations fortes. Alioune Tine, fondateur de Afrikajom Center, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. Et puis, présidentiel aux États-Unis, Joe Biden n'a jamais été aussi proche de la Maison Blanche avec ses 264 grands électeurs. 6 grands délégués suffisent pour le candidat démocrate pour remporter la présidentielle. Son rival, le président sortant Donald Trump, engage la bataille judiciaire pour la suspension du dépouillement dans 3 États, notamment Pennsylvanie. Le décompte se poursuit dans 5 États. Un sport, le nom du président du CNG sera dévoilé cet après-midi. Et puis la revue de la presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Les détails c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le démarrage de l'année scolaire 2020-2021 à Ziguinchor commune. La plupart des enseignants ont rejoint leur poste, mais le démarrage des enseignements-apprentissages risque d'être compliqué dans certains établissements situés dans les zones marécageuses où les eaux et herbes sont encore présentes. Ben Michel Kanfoudi. Dans la plupart des établissements scolaires que nous avons visités, les enseignants ont massivement répondu présent. C'est le cas à l'école élémentaire d'application Francisco Carvalho où le corps enseignant savoure les retrouvailles. Ça va? Salam alaikum. Ça va bien? Vous allez bien? Ici, l'effectif est presque au complet, se réjouit le directeur de l'établissement, Cheikh Tidiane Cissé. Bon, c'est vrai que les enseignants sont déjà là. Il y a quelques-uns qui ne sont pas encore là, mais qui viendraient dans la journée. La rentrée se prépare et nous osons espérer quand même que le jeudi, le 12, quand les enfants vont venir, ils vont trouver effectivement le personnel au complet. Cependant, à l'école élémentaire Francisco Carvalho, les conditions sont encore loin d'être réunies, reconnaît le directeur. La nature est un peu hostile à l'épanouissement des enfants avec les herbes et l'eau qui sont encore présentes au niveau donc de l'école. Mais nous avons pris des initiatives de faire tout pour que les salles de classe soient accessibles d'abord. Maintenant, le reste, comme vous l'avez dit, l'environnement de l'école pose problème parce que, il faut le dire, on n'a pas encore reçu l'appui de l'État pour cela. Les parents d'élèves n'ont pas encore donné leur contribution, ce qui fait qu'on est obligé de faire avec. Mais bon, nous allons faire de notre mieux, même si l'environnement est encore hostile à l'épanouissement des enfants. Le protocole sanitaire, ça va être extrêmement difficile. Cette fois-ci, c'est le grand rush qui doit être là. Je crois qu'en ce qui concerne la distanciation physique, ce n'est pas possible de respecter cela au niveau de nos écoles. Avec les fortes précipitations enregistrées cette année dans la région, les établissements situés dans les zones marécageuses comme Gomel, Belfort, Santhiaba et Corentas risquent de connaître les mêmes complications. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, une rentrée à double vitesse à Diourbel effective dans certaines écoles, des difficultés notées par contre dans d'autres établissements. Bonjour Adam Ndiaye. Bonjour Samba. Quelle est la situation à Diourbel? Voilà, donc au lieu de Bombay, la rentrée scolaire pour le personnel enseignant est effective. La cour de l'école a été déjà désherbée. Il reste seulement donc la désinfectisation des salles de classe, en croire à Alpha Diawara, le proviseur de ce lycée. Donc toutes les mesures ont été prises
donc pour une bonne rentrée des classes. Il faut signaler qu'à notre passage, l'Assemblée générale de ce lycée se tenait. Donc, par ailleurs, il faut noter que certaines dispositions ont été prises, notamment le désherbage de certaines écoles élémentaires. Toutefois, au niveau donc de la commune de Diourbel, il y a eu quelques difficultés qui ont été relevées, surtout au niveau de certaines écoles occupées par des sinistrés. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Diourbel, Yankoba donc estime que donc toutes les dispositions seront prises et il a instruit donc les chefs d'établissement au respect du protocole sanitaire qui sera donc reconduit. Et il faut retenir que plus de 45 000 élèves sont appelés donc à regagner les classes au niveau donc de l'IF de Diourbel, d'où vous a parlé Adam Ndiaye pour la radio Sud FM. Adam Ndiaye, tout à fait au nord, les enseignants et le personnel administratif du lycée de Ogo ont bien répondu présent en ce jour de rentrée. La reprise tardive de l'année ne serait pas un handicap pour l'attente donc du quantum horaire, rassure en tout cas les enseignants à côté du proviseur qui signale que les conditions sont réunies pour une reprise effective le 12 prochain. Abdourahmane Tchien. Ce jeudi 5 novembre, c'est le jour de rentrée pour le personnel au lycée de Ogo. Le surveillant Amadou Diallo se réjouit déjà des retrouvailles. Bon, c'est le retrouvaille. On a vu des collègues qu'on n'a pas vus depuis presque 7 mois ou 6 mois. Ils sont venus. Vraiment, c'est un plaisir de se retrouver. Et on est en train de faire les premiers réglages pour une bonne reprise. La cour de l'école est bien débarrassée de ces herbes, ce qui augure des conditions optimales pour la reprise, renseigne le proviseur Pierre Faye. Toutes les conditions sont réunies et nous préparons vraiment la rentrée des élèves. D'ailleurs, l'IA nous a appelés pour venir prendre le matériel sanitaire pour préparer cette rentrée. La cour est également désherbée, les salles de classe sont déjà prêtes pour les enseignements. Je peux dire qu'à Ogo, très honnêtement, nous sommes prêts pour une rentrée effective. Les enseignants et les personnels administratifs discutaient chaleureusement sous l'ombrage. La reprise est bien effective pour le personnel. C'est une situation favorable parce que sur 26 professeurs, 25 à 26 professeurs, les 20 ont déjà répondu à l'appel. Et même les 5 qui ne sont pas encore là, pour cause de maladie, ils ont déjà appelé. Alors je peux donc dire que vraiment la majorité du personnel est là. Une année qui débute plus tard que d'habitude n'aurait pas d'incident sur le quantum horaire, rassure tout de même M. Ba, professeur d'anglais. Absolument, j'en ai la ferme conviction et on va tenir aussi en compte de ceci, le fait qu'on ait débuté assez tard aussi. Je sais que les autorités aussi vont veiller sur ça par rapport à la fourchette qu'ils vont nous accorder pour le quantum horaire et tout ça. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Sud FM. Campagne de commercialisation de l'arachide, le CENIA, entendez par là, le Comité national interprofessionnel de l'arachide se réunit ce jeudi pour fixer le prix plancher du kilogramme d'arachide aux producteurs. Prix initialement fixé à 210 francs CFA. À Ziguinchor, le retard accusé dans les travaux de Promoville suscite des interrogations chez les populations de Ziguinchor qui déplorent ces lenteurs. Plus de 3 ans que les travaux durent, l'entreprise est indexée, acculée. Les responsables de Promoville à Ziguinchor avancent des dates butoirs. Ignace Dey. Les travaux de Promoville entamés depuis 2018 à Ziguinchor peinent à s'achever. Prévus pourtant pour une durée de 20 mois, ces travaux perdurent aux grandes dames des populations qui s'interrogent. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce grand retard accusé dans l'achèvement de ces travaux de Promoville à Ziguinchor? La réponse est à chercher certainement dans les explications du coordonnateur des travaux de Promoville à Ziguinchor, Abombaï. On a accusé un retard important, dû essentiellement à la défiance de l'entreprise qu'on a choisie. Parce que quand même on est resté ici une année à tergiverser pour voir comment déplacer les réseaux. Parce que comme qui dit voirie, dit quand même il y a des phases préliminaires. Donc on a perdu presque une année pour cette phase. Ensuite, donc on a dû préparer un avenant avec une incidence financière qu'on a soumis au bailleur. La validation de cet avenant a pris du temps. On a perdu presque 7 mois pour avoir l'avis de non-objection du bailleur. Ajouté à cette problématique due aux lenteurs des travaux, l'hivernage
maintenant tous les paramètres maîtrisés. La fin des travaux des axes routiers dans certains quartiers de la ville, mais également des aménagements connexes. Et bien la fin des travaux est annoncée au plus tard janvier 2021, rassure le coordonnateur de AGEROUTE. Actuellement, au moment où je vous parle, les délais contractuels sont terminés. Donc l'entreprise va devoir payer des pénalités à partir du prochain décompte. Maintenant, on a instruit l'entreprise pour faire le maximum afin de terminer les travaux au plus tard fin décembre ou bien fin janvier. En attendant, les autorités municipales de Ziguinchor avec les responsables de Promoville déroulent des séries de stratégies pour capaciter les acteurs à la protection de l'environnement et la sécurité routière dans les collectivités territoriales de Promoville à travers un conclave qui s'est ouvert hier ici à Ziguinchor. Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, parlons de la Covid-19. Moins de 70 patients encore sous traitement. Par contre, 18 cas ont été déclarés positifs ces dernières 24 heures. Aucun décès, 4 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 740 tests réalisés, 18 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,43%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons noté aucun cas importé au niveau de nos portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons eu 10 cas suivis par nos services et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Maristes 2, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Ngor 1, Richard Toll 1, Thiès 1 et Touba 1. 28 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 4 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 668 cas ont été déclarés positifs, dont 15 273 guéris, 326 décédés et donc 68 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Récurrence des caricatures blasphématoires sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par les médias occidentaux. Les réprobations et les dénonciations se poursuivent après la déclaration jugée maladroite du président français Emmanuel Macron. La Oumma islamique sénégalaise appelle à une riposte pacifique mais forte et massive pour dire non à l'islamophobie. Ce sera ce samedi à 10h à la place de la Nation. Le rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie fait face à la presse cet après-midi à l'Institut islamique de Dakar pour statuer donc sur cette importante journée d'indignation et de prière de la Oumma islamique sénégalaise. Et puis le think tank Afrikajom Center se penche sur la crise sécuritaire qui secoue le Sahel avec le développement de l'extrémisme violent. Un séminaire international qui réunit des membres de la société civile africaine et les Nations Unies. L'objectif étant de tirer, mais même de faire des recommandations fortes pour en finir avec l'extrémisme et renouer avec l'état de droit dans ces pays. Les détails avec Alioune Tine, le fondateur de Think Tank Afrikajom Center. Où nous sommes en train de vivre une crise de la démocratie, une crise de l'état de droit, une crise du suffrage universel qui est pratiquement unique depuis les indépendances. Nous assistons un peu, surtout dans les pays du Sahel, à une espèce de décomposition des États. On a vu ce qui s'est passé au Mali avec les élections législatives jusqu'au coup d'État militaire. Je pense que tout ça, nous devons en tirer les conséquences. Ça, c'est un. Donc, un État, si vous voulez, qui marche, un État de droit auquel les gens croient, auquel les gens adhèrent, un État de droit où nous avons un leadership fort, où l'autorité de l'État est reconnue par tous.
Parce qu'effectivement, les djihadistes maliens ou nigériens qui tournent l'arme contre le pays ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Comment restaurer l'autorité de l'État? Comment régler la question de la représentation que nous avons, la crise de la représentation démocratique? Donc, c'est les questions que nous posons. Ça, c'est un. De deux, l'extrémisme violent. On en parle. Est-ce que l'extrémisme, c'est des actions? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un système de représentation symbolique? Je pense que toutes ces questions sont importantes. Les acteurs sont des politiques. Ils conquièrent un territoire, exploitent des ressources et développent une idéologie. Donc, à partir de ce moment-là, surtout les gens qui sont convaincus par l'idéologie, est-ce que la guerre, c'est seulement la guerre des armes? Alioune Tine, fondateur de think tank Afrikajom Center, et puis la désormais ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, préconise donc de lutter contre la paupérisation pour mettre un terme à l'extrémisme dans le Sahel. Les réseaux sociaux également constituent le terreau fertile dans la radicalisation des jeunes, mais aussi des femmes, estime en tout cas Madame Aminata Touré. Nous l'écoutons au micro de Adjifatou Bari. C'est une question centrale. Nous sommes le Sénégal, nous faisons partie du Sahel. Il ne faut jamais l'oublier. Nous partageons les frontières avec des pays qui ont de grands défis sécuritaires. Et aujourd'hui, il est important de réfléchir collectivement, chacun avec son expérience, pour des actions de prévention. Il y a d'ailleurs un plan des Nations Unies qui date de 2016 de lutte contre l'extrémisme. Nous savons qu'il y a plusieurs causes à la radicalisation de nos jeunes, parce que c'est essentiellement les jeunes qui fournissent les bataillons. Donc il est important qu'à travers l'état de droit c'est la participation, c'est le respect, le renforcement de nos institutions, c'est le renforcement de la démocratie, que ces jeunes-là puissent participer au même titre que les femmes. Cela est important. C'est pour ça que lorsqu'ils participeront économiquement, socialement, culturellement et même politiquement, ils pourront, ce groupe ensemble, les jeunes et les femmes, avoir des actions au sein des communautés pour sensibiliser. Voilà, c'est important. Parce que souvent, c'est, le désespoir, la pauvreté qui les jette dans les bras des mouvements extrémistes. Il faut également qu'on puisse mobiliser, et je salue le travail de beaucoup de chefs religieux, parce que le Sénégal est un pays d'islam moderne, je dirais, et tolérant depuis plusieurs décennies. Et il y a des chefs religieux qui aussi travaillent pour lutter contre l'extrémisme. Mais il faut d'abord lutter contre la paupérisation extrême de notre jeunesse. Il faut inviter vraiment les médias à également jouer leur partition. Vous avez dit l'implication de tout le monde. La télévision, la radio, les prêcheurs, nos prêcheurs, Dieu soit loué, au Sénégal, sont quand même très modérés et très modernes. Des jeunes prêcheurs qui font du bon travail, ils doivent être impliqués. Il faut également, et je ne le dis pas parce qu'il faut arrêter la liberté d'expression, mais on sait que beaucoup de jeunes se sont radicalisés à travers les réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse réfléchir, il ne s'agit pas d'arrêter Internet ou un quelconque médium social, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais ensemble, on doit pouvoir trouver une manière de régulation pour que les messages haineux, les messages de radicalisation ne mobilisent pas les jeunes à travers cet outil qui est utilisé globalement par les jeunes. Les femmes, il est important également qu'on fasse la promotion de l'éducation des femmes, parce qu'on retrouve des femmes dans les milieux extrémistes, elles sont là. Et puis, sans transition, nous allons parler de la présidentielle aux États-Unis. Joe Biden, aux portes de la Maison-Blanche. Le candidat démocrate se rapproche un peu plus des 270 grands électeurs indispensables à sa victoire finale. 264 grands délégués déjà derrière Biden. Il deviendra le 46e président des États-Unis s'il gagne seulement le Nevada, alors que son rival, le président sortant républicain
président Donald Trump comptabilise 214 grands électeurs. Le décompte des voix se poursuit dans certains États, notamment Pennsylvanie. Le camp de Donald Trump exige justement la suspension du dépouillement en Pennsylvanie, un réexamen donc des bulletins dans le Michigan, recomptage également dans le Wisconsin. La bataille judiciaire ainsi engagée par le camp Trump dans ces 3 États. Si le candidat Joe Biden gagne la Pennsylvanie, il peut renoncer aux autres États. Selon en tout cas Dambabou, notre correspondant aux États-Unis, il est avec El Hadji Malick Ndiaye. En ce moment, il reste 5 États. Joe Biden, pour ceux qui considèrent qu'il a gagné Arizona, il est à 6 points des 270 qu'il faut pour être élu. Et ces 6 points-là, beaucoup pensent qu'il va les avoir peut-être même pendant cette journée en gagnant le Nevada, parce que le Nevada a un nombre de 6 délégués exactement, et l'État frontalier justement d'Arizona. Mais des chaînes comme CNN, par exemple, ils disent que même si c'est presque impossible, mais c'est le mot presque, fait qu'officiellement, ils ne déclarent pas que Joe Biden a gagné Arizona. Maintenant, il reste 2 grands États qui peuvent aider. S'ils ne gagnaient pas ces 2-là, qui pourraient aider Donald Trump. Mais c'est par miracle, peut-être qu'il pourrait les gagner. C'est la Pennsylvanie, où Donald Trump avait une avance presque de 15 points le jour de l'élection, parce que son électorat a voté sur place, alors que l'électorat de Joe Biden, surtout venu des grandes villes comme Philadelphia, a voté bien avant le mardi par courrier. Cela veut dire que c'est ce courrier-là qu'ils sont en train de compter. Il reste à peu près 700 ou 600 000 voix à compter, alors que Trump est en avance de 140 et quelques mille voix en Pennsylvanie. Alors que si Biden gagne la Pennsylvanie, il peut renoncer à tout le reste des 4 à 5 États qui ne sont pas encore officiellement déclarés, parce que c'est 20 délégués, la Pennsylvanie, alors que Biden est en ce moment à 253 ou 264. Donc, s'il gagne la Pennsylvanie, c'est réglé. La Géorgie, qui était un État rouge, qui n'a été gagné par un démocrate qui n'a pas été gagné par un démocrate depuis 1976 par Jimmy Carter, qui était justement le gouverneur de cet État à l'époque. Donc tout le monde pensait que ça ne poserait absolument pas de problème. Mais en ce moment, l'avance de Donald Trump, c'est presque amenuisé. Il est à 0,4% d'avance sur Joe Biden, et exactement, ce sont les grandes villes comme Atlanta et ses environs qui restent à donner leur verdict. C'est ça qui fait que même la Géorgie n'est même plus sûre pour Donald Trump. Dame Babou, sur la présidentielle aux États-Unis où la COVID-19 continue de sévir, près de 100 000 cas détectés en 24 heures, un nouveau record au lendemain de l'élection présidentielle. La Grèce se reconfine à partir de ce samedi, a annoncé en tout cas ce jeudi le Premier ministre grec. De nouvelles restrictions également à Paris. Le maire de Paris a annoncé ce matin la fermeture de certains débits de boissons, épiceries et restaurants dès 22h face au nouveau coronavirus. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, une page de sport que nous ouvrons par la lutte avec le nouveau président du CNG qui sera connu aujourd'hui. Ce sera au ministère des Sports avec cette cérémonie. Les attentes des sportifs le vice-président du CNG sera dévoilé dans un contexte de tension dans la lutte. Alors, les défis du futur président avec El Hadji Papoudieng, chroniqueur sportif à Sen Radio, on l'écoute. Les défis seront de faire en sorte que ce président soit un président qui sera accepté d'abord par tout le monde, un président aussi qui connaît les textes, comme vous le savez. Il y a eu pas mal de problèmes à propos des textes, pour déjà les refaire, sinon les compléter pour pouvoir créer une situation paisible au niveau de la lutte. Comme vous le savez aussi, il y a eu pas mal de problèmes au cours de l'année passée, et tous ces problèmes-là devraient être étudiés et résolus. Je pense que la personne qui sera choisie devrait être un homme du sérail, c'est-à-dire un homme du milieu qui connaît bien le milieu, qui l'a fréquenté et qui connaît aussi le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, comme vous venez de le dire, la pandémie, beaucoup de problèmes. Mais je pense que le ministre aura assez de temps pour pouvoir choisir la meilleure personne. Il a eu
a consulté tout le monde, presque la majorité des gens qui tournent autour de la lutte. Et à partir de là, il y aura tous les éléments nécessaires pour pouvoir choisir la personne qu'il faut, comme je dis. Mais nous pensons qu'il a assez compris et qu'il voudrait apaiser la situation de l'année dernière, que de telles choses ne se reproduisent plus, pour qu'il y ait une entente entre les composantes, c'est-à-dire les promoteurs, les managers, les lutteurs, les écuries et même les amateurs. Donc je fais confiance au ministre qui sans doute va nous proposer un homme qu'on accepterait et un homme qui pourra faire le travail convenablement. Je rappelle que le ministre des Sports, Matarba, qui reçoit donc à 15h30 au siège du ministère des Sports, l'équipe sortante du CNG sera l'occasion de les féliciter et de les remercier pour le travail accompli durant ces 26 dernières années. Et puis nous parlons à présent de football avec ce changement au niveau de l'encadrement technique des Djambar de Salé. El Hadji Mbaye Badji est le nouveau coach. Il remplace Boubacar Gadaga, parti au Maroc pour de nouvelles expériences. Babacar. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Et nous allons parler de la crise sécuritaire qui secoue le Sahel face à l'extrémisme violent. Afrikajom Center se penche sur la question et entend faire des recommandations fortes. Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center, que nous écoutons. Il est notre invité. Il est avec Adji Fatou Bari. Il me semble absolument nécessaire, au moment où la dégradation de la sécurité dans le Sahel est continue. Il faut regarder les cartes de sécurité des différents pays pour savoir qu'il est absolument nécessaire, si vous voulez, d'évaluer les outils qui ont été utilisés jusqu'à maintenant pour garantir la sécurité au Sahel. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est important aussi parce que ça arrive dans un moment où nous sommes en train de vivre une crise de la démocratie, une crise de l'état de droit, une crise du suffrage universel qui est pratiquement unique depuis les indépendances. Nous assistons un peu, surtout dans les pays du Sahel, à une espèce de décomposition des États. On a vu ce qui s'est passé au Mali avec les élections législatives jusqu'au coup d'État militaire. Je pense que tout ça, nous devons en tirer les conséquences. Ça, c'est un. Donc, un État, si vous voulez, qui marche, un État de droit auquel les gens croient, auquel les gens adhèrent, un État de droit où nous avons un leadership fort, où l'autorité de l'État est reconnue par tous. Parce qu'effectivement, les djihadistes maliens ou nigériens qui tournent l'arme contre le pays ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Comment restaurer l'autorité de l'État? Comment régler la question de la représentation que nous avons, la crise de la représentation démocratique? Donc, c'est les questions que nous posons. Ça, c'est un. De deux, l'extrémisme violent. On en parle. Est-ce que l'extrémisme, c'est des actions? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un système de représentation symbolique? Je pense que toutes ces questions sont importantes. Les acteurs sont des politiques. Ils conquièrent un territoire, exploitent des ressources et développent une idéologie. Donc, à partir de ce moment-là, surtout les gens qui sont convaincus par l'idéologie, est-ce que la guerre, c'est seulement la guerre des armes? Donc, comment compléter, si vous voulez, les stratégies sécuritaires par d'autres formes de guerre, ce que j'appelle moi la guerre du sens. C'est extrêmement important. Donc la guerre du sens, la guerre des systèmes de représentation, la guerre des idéologies, tout ça c'est important. Mais pour y arriver, quels sont les acteurs qui sont nécessaires? C'est ça aussi qui est important. Et à vous, bien sûr. C'est ce que j'appelle le chaînon manquant, c'est la société civile. Donc maintenant, il faut voir comment nous pouvons mobiliser la société civile, si tu veux, pour des tâches nécessaires. Aujourd'hui, il y a par exemple une question qu'on pose. Faut-il dialoguer ou non avec les djihadistes? Si on va, par exemple, au Mali, ils ont eu leur dialogue national, comme on dit, inclusif, qui demande de dialoguer, mais avec les djihadistes maliens. Récemment, on a eu des sons de cloche, on dit, il ne faut pas dialoguer avec les djihadistes. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies lui-même dit qu'il faut engager le dialogue. Mais quand on en arrive là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est que nous avons un rapport de force aujourd'hui qui commence à inquiéter les gens. Donc tout ça, ce sont des questions que nous allons débattre tranquillement et formuler des recommandations pour voir comment nous pouvons avancer. Une fois que nous aurons fait la revue, ça veut dire évaluer
ce qui se passe, faire des recommandations les plus concrètes. Et nous avons rassemblé vraiment quelles sont les recommandations? des experts, des universitaires et puis des gens comme vous et nous. Les recommandations? Elles vont venir. D'accord. Vas-y. Elles vont venir. La région ouest africaine s'engage avec les crises électorales, l'arrivée en Côte d'Ivoire, en Guinée également, au Sénégal. Quelle doit être la position? La question, c'est une crise, c'est ce qu'on appelle la crise du suffrage universel. Surtout globale dans tous les pays francophones aujourd'hui. C'est pas seulement la Guinée, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin, c'est le Niger à l'heure actuelle. Le Niger, il y a un débat, les gens, je ne sais pas s'ils suivent ou non. C'est la Guinée-Bissau. Quand est-ce qu'on a reconnu les élections? C'était très tard. C'est bon, voilà, le Mali. Et c'était des élections législatives au Mali qui ont abouti à un coup d'État. Donc il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse ce qu'on appelle sur la crise de la représentation démocratique. Dans toutes les élections qu'on a aujourd'hui, les gens ne disent pas que je reconnais les résultats. Mais bon, maintenant, quand les Américains ont eux-mêmes ce problème, il me semble que ça ne rend pas les choses difficiles. C'est les choses faciles plutôt. Donc, il nous faut aujourd'hui repenser le système démocratique, repenser l'État en tant que tel, parce que l'État est dans une décomposition profonde, repenser les outils, je dirais, si vous voulez, de régulation de l'État, que ce soit la gouvernance, que ce soit la démocratie, que ce soit autre chose. Mais pour le moment, c'est un moment de réflexion, parce que la crise, les crises, je veux dire, du suffrage universel et les crises démocratiques sont des facteurs aggravants de problèmes de sécurité. Ça génère de l'insécurité, ça génère de l'instabilité. Et je dis que ces crises-là génèrent de l'instabilité pire que les coups d'État militaires. Donc il faudrait réfléchir sur le caractère toxique du troisième mandat de façon globale. C'est que l'Union africaine, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit même la communauté internationale, dans sa globalité, nous trouvons que tous ces mécanismes de régulation aujourd'hui sont totalement impuissants. Par rapport, par exemple, à ce à quoi on assiste, c'est la banalisation du droit à la vie, du respect du droit à la vie. Si c'est banalisé, les gens y tuent. Que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde les réactions, elles sont molles. Nous avons comme si on était dans une situation de résignation par rapport effectivement à ces violations graves, continues des droits de l'homme. C'est en Afrique. Parce qu'ailleurs, quand tu tues une seule personne, mais c'est toute la société qui se lève. Donc la capacité, je veux dire, d'indignation, elle est encore faible. Elle ne doit pas seulement résider chez ce qu'on appelle les gouvernants, mais je pense que nous, les populations, nous devons nous lever pour dire que la vie des Africains, ça compte. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs.